L'ERPA, établissement de régulation des prix agricoles en Nouvelle-Calédonie, vous présente votre magazine Au cœur de l'agriculture. Votre magazine est préparé en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission d'Au cœur de l'agriculture. Lors de la 40e édition de la Foire de Bourail, nous avons rassemblé les plus grandes figures du monde agricole pour débattre sur l'avenir de l'agriculture ici au pays. Je vous propose de revivre ces débats. C'est parti! Alors, comme vous pouvez le voir sur ces images de drone, tout autour de la foire de Bourail, c'est assez sec quand même. On a tous remarqué qu'on rentre dans une grande période de sécheresse. Ce sera notre sujet du débat d'aujourd'hui. Et pour en parler plus en détail, on est bien accompagné, encore une fois, puisqu'on est avec Lionel Brinon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Apican. Tout à fait. L'Apican, qui je rappelle, est une agence qui indemnise les agriculteurs en cas de catastrophe naturelle, notamment en cas de sécheresse. Tout à fait. Et on est aussi avec Guy Monvoisin. Vous êtes le syndicat des éleveurs. Je suis le président du syndicat. Je ne suis pas le syndicat, vous êtes le président du syndicat président des éleveurs. Et vous avez aussi une grande propriété à Pointe-Boute. Guy Monvoisin, en ce moment sur votre propriété, est-ce que c'est aussi sec que ça déjà? Alors malheureusement, c'est pour être du Nord, donc pour en parler, on a malheureusement cette année une sécheresse très aggravante à partir des zones au-dessus de Calagomen jusqu'à Puebo à peu près. Pourquoi en province Nord Alors c'est plus pourquoi? sec? Pas parce qu'on est puni d'être en province Nord malheureusement, mais tout simplement parce que les dernières grosses pluies que les éleveurs ont eues qui datent du cyclone Cook, ça fait longtemps. Elles n'ont pas touché le Grand Nord. Donc ça fait que non seulement il y a un déficit en eau dans les rivières, hein, dans le sol, mais bien sûr ça se traduit en termes de pâturage chez nous. Donc on va dire que le plus grave pour l'instant, la situation la plus grave se situe au nord de la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Lionel, la sécheresse qui arrive, est-ce qu'il y aura des conséquences à votre avis? Oui, je confirme. Hein, on a déjà été contacté par plusieurs éleveurs du Grand Nord. Les services de Météo France nous disent que le Grand Nord est déjà dans une situation qui ressemble à la sécheresse de 1993, qui avait été une sécheresse très importante. Et donc, je confirme l'urgence à mettre en place des dispositifs qui existent chez nous, que nous avions déjà mis en place les années passées, que nous avons fait évoluer et que nous allons redéployer à partir du 1er septembre. Nous allons faire un conseil d'administration pour remettre en place des mesures exceptionnelles dans le cadre de la sécheresse. Avant de parler de ces mesures-là, là on est en train justement d'être survolé par le drone, donc on voit bien à travers ces images qu'il fait très sec. Les sommets sont secs, les champs aussi d'ailleurs. À Bourail, la situation, est-ce que c'est plus sec qu'ailleurs? Non, à Bourail, il y a encore des pâturages. On a des producteurs de foin qui ont encore la capacité d'irriguer. Donc ça n'a quand même rien à voir avec l'extrême nord au-dessus de Pointe-Loche. Plus on va dans le nord, plus c'est sec. Ah ben, c'est clair, il y a un phénomène climatique qui s'est passé. Mais d'ailleurs, la sécheresse est venue plus tôt encore que prévu. Là, de toute façon, depuis une dizaine d'années, ce sont des sécheresses assez récurrentes qui nous handicapent énormément dans les objectifs qu'on s'est fixés. On a du mal à atteindre nos objectifs du fait de ces changements climatiques, il faut le dire ce qui est, parce que ce sont des sécheresses, ce sont des phénomènes pluvieux importants à un moment donné et des phénomènes secs très importants aussi. Mais est-ce qu'ils ne sont pas aggravés par le réchauffement climatique? Je ne sais pas, je ne suis pas un expert en environnement, mais on peut imaginer que de toute façon, on constate
On constate D'accord. qu'on est dans des périodes de De toute façon, il faut dérèglement s'adapter. climatique. De toute façon, puisque on arrive aujourd'hui au mois d'août où, par exemple, le Nord, ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas d'eau. Alors qu'on devrait encore. Moi, j'ai connu, si on peut parler des souvenirs de la foire de Bourail, il y a quelques années, on tirait nos camions. Voilà, On tirait justement, nos comme camions vous êtes parce qu'il y éleveur avait une depuis longtemps. inondation, on était obligé de déménager de la foire. Donc Ah il oui. n'y a que quelques années. Donc vous voyez, on a. C'est grave. Depuis pour quelques en avoir- années, vous avez pour en vu avoir l'évolution? vécu plusieurs des foires de Bourail, c'était connu que souvent à la foire de Bourail, il pleuvait. Aujourd'hui, si on lève le nez au ciel, on peut s'apercevoir qu'on D'accord. n'a rien à C'est craindre vrai pour les que organisateurs. malheureusement pour certains parce qu'il fait chaud, mais heureusement pour nous, il pleut pas quoi. Heureusement pour la foire, il pleut pas le jour de la foire. Mais bon, Voilà, s'il avait plu, on se serait quand même pas plaint. voilà, c'est sûr. Avant de continuer, je vous propose de découvrir un reportage qui a été tourné par Natacha Ogui à Poum. Philippe Cogulet, c'est un éleveur. Et durant la période de la sécheresse l'année dernière, il a eu vraiment du mal avec son troupeau. Il a dû le gérer autrement et se serrer la ceinture au niveau financier puisqu'il faut économiser de l'eau et des fois revendre des bêtes. Je vous propose de regarder ce reportage et après on se retrouve ici sur notre super plateau. Voilà, ben là, t'as les bêtes qui mangent le foin, là. Après, dans ce troupeau-là, on met 2 balles tous les jours, avec des squash. Et puis, ils ont les gousses de bois noir. Après, il reste un petit peu d'herbe le long du cric en descendant. Ça les maintient. Allez, les filles, allez. Allez, les filles, allez, allez. Allez, les filles. Voilà. Voilà. Bien. Bien. Voilà. Et là, celui qui a la bosse, ça, ben, c'est le taureau Brahman. Lui, c'est le pur Brahman. Voilà. Viens là, viens. Tranquille. Il est résistant à la sécheresse, il est résistant aux tiques. Donc on ne les baigne pas, les tiques ne leur pompent pas le sang parce que le tic, ça fait crever le bétail. Hein. Ça les fait maigrir très vite. Donc nous, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire d'autres races ici. On est obligé de faire du Brahman. D'ailleurs, même dans les bonnes zones, les gens font du Brahman aussi. En plus, c'est des bêtes qui ont des bonnes conditions de déplacement. C'est des bêtes qui sont courageuses, quoi, qui n'ont pas peur de faire des kilomètres pour trouver un peu à manger. Mon activité en élevage bovin, c'est produire du bœuf. Et bon, ça se passait très bien, mais là, depuis le début de l'année, j'ai pas revendu de bœufs. J'en ai vendu une vingtaine en début d'année qui me restaient, des gros, que j'ai réussi à faire reprendre, à engraisser, quoi. Mais tous les autres, les jeunes, j'étais obligé de les vendre en vif. Je les ai vendus à perte, mais j'avais pas le choix. Sinon, ça m'a permis de déstocker pour avoir de la place pour les vaches et de rentrer un petit peu d'argent pour... parce que j'ai quand même 2 salaires sur la propriété, j'ai 2 employés et il faut quand même les payer tous les mois. Quand tu n'as pas rentré d'argent, il faut trouver l'argent pour les payer, quoi. Et puis derrière ça, il y a toutes les traites. Traites de l'autre propriété, il y a les traites du matériel et tout, donc c'est pas facile, quoi. Mais bon, il y en a qui ont peut-être des situations plus difficiles, quoi. Viens, gosse, viens. Viens, viens mon petit, viens. Et viens. Viens. Et viens. Viens, mon petit, viens. Viens, viens. Et viens. Viens. Actuellement, sur les ventes de bétail, dans mon cas à moi, je ne gagne pas d'argent. Je vends un peu de bêtes parce que je suis obligé pour acheter de la nourriture ou pour maintenir le troupeau. Mais bon, c'est vraiment juste, quoi. Ça fait qu'on essaie d'éviter de vendre, mais là je vends des génisses que je ne voudrais pas vendre normalement. Mais bon, je préfère les vendre, il y a des gens qui veulent en acheter, bon ben je profite pour les vendre. Donc ça me permet de sauver le reste du troupeau. Voilà, c'est un peu la vie qu'on a au quotidien, on s'occupe des bêtes ensemble. Là, le souci principal, c'est s'occuper des bêtes, voilà. Gérer l'état des bêtes. Après, dès que la bonne saison, on va se remettre à faire des barrières, un peu de remettre en état la propriété. Et puis voilà, ça continue, quoi. Aujourd'hui, nous sommes là pour un thème. Consommateurs, agriculteurs, je t'aime, moi non plus. Lorsque vous achetez vos fruits et légumes, est-ce que vous pensez aux agriculteurs ?
à ceux qui cultivent ces produits? Et inversement, est-ce que les agriculteurs pensent aux consommateurs quand ils cultivent? On pourra justement en parler, c'est le thème du débat d'aujourd'hui avec nos 3 invités. Claudine, vous au quotidien, vous êtes en contact direct en fait avec le consommateur. Comment ça se passe? Oui, donc moi je fais de la vente directe consommateur-producteur sur les marchés. Donc j'ai toujours trouvé que c'était humain, que le consommateur s'inquiète de savoir ce qu'il a dans son assiette. Donc le fait de venir d'être en contact avec eux, le fait qu'ils nous posent des questions et tout ça, on adore ça en fait. Au contraire, on demande que ça. Et puis je pense que demain il serait important pour nous les producteurs d'ouvrir nos exploitations pour qu'ils voient nos techniques de travail, pour qu'on ne se fasse pas montrer du doigt comme il y a eu quelques années en faisant croire qu'on était des empoisonneurs. Faux, parce que le monde agricole a énormément évolué, les techniques de travail ont énormément évolué. Et que vous dire d'autre en blaguant un petit peu, si demain on est des empoisonneurs, qu'on empoisonne nos consommateurs, qui c'est qui va nous acheter nos produits? Voilà. Donc c'est la logique du milieu agricole. C'est vrai que c'est des a priori souvent sur lesquels on va revenir d'ailleurs tout à l'heure. Oui. En parlant de contact direct avec le consommateur, je vous propose de découvrir, on va en reparler après, un reportage d'un jeune couple d'agriculteurs, Audrey et Henrik de Poya. Ils ont décidé de se rapprocher du consommateur d'une manière très originale puisqu'ils vendent leur panier de légumes grâce aux réseaux sociaux. Le contact direct avec le consommateur, je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Cédric Thillard. On regarde. Merci. J'essaie de planter les radis avec les citrouilles là, pour essayer que les coccinelles ils viennent manger les feuilles de radis. Ça fait que dès que je plante les radis, voilà, ils viennent manger les feuilles après. Ça fait qu'il faut mieux qu'ils mangent les feuilles de radis qu'ils escatent mes plants de citrouilles. Parce qu'après ça pinaille pour le démarrage, s'ils sont trop attaqués. Ça fait que j'ai préféré mixer un coup là, puis voilà, ça y est, c'est bon. Ils ont attaqué les feuilles comme je voulais. Allez faire les roquettes un coup vite fait. Couper un coup la salade, la petite roquette. Passe par là. Passe par là. Alors ça c'est de la salade. C'est une autre sorte de salade. Un peu plus de goût, ça fait un peu comme le cresson. C'est bien relevé en goût, goût de moutarde un peu épicé. Il n'y a que celle-là en ce moment que j'arrive à faire pousser quand il fait chaud. Vraiment, les températures pleine terre, celle-là, elle tient bien. Là, je mets 4 paniers commandés, le prix. On a commencé à vendre sur Facebook en 2012, je crois. On avait des difficultés à vendre nos légumes. Donc les grossistes, un coup ils en voulaient, un coup ils voulaient pas de légumes. Donc en voyant sur Facebook les gens vendre pas mal de choses, et là on s'était dit les paniers. Et là on vendait tout. Donc navets, courgettes, enfin tout ce qu'il y avait. Et les gens, au fur et à mesure, ils étaient contents en fait, satisfaits des paniers. Alors j'ai vu leur page sur Facebook, comme ils mettaient sur le groupe VKP Annonce. Et après c'est comme ça que j'ai pris contact avec eux. C'est la première fois justement que je prends les paniers avec eux. Et j'ai vu les produits, ils ont l'air très bien, de bonne qualité, donc je pense que non, je vais les recontacter encore. Alors il y a des personnes, pas mal de personnes qui ne veulent pas aller sur Facebook et qui seraient intéressées par nos paniers, donc m'ont demandé quelle solution on pouvait avoir. Donc je leur ai dit que je pouvais créer un site, donc je l'ai fait, Légumes du Nord. Et à partir de là, ils peuvent avoir la composition du panier, des photos, tout ce que je mets sur Facebook est sur le site. Et il suffit juste de passer commande dessus. Et moi, je reçois tout de suite par mail. Et de là, je prends toujours un cahier, ce cahier-là, que je puisse vous répondre et noter tout de suite votre commande. Le site est ouvert 24/24, Facebook, on reçoit des messages à 2h, 3h du matin. Le matin, je me lève avec mon café et je note les commandes.
D'autre part, c'est qu'ils me livrent au travail, donc ça me fait gagner du temps. Pas besoin d'aller à droite à gauche pour avoir plusieurs légumes. Livraison de choses. Bon, les goûts. Bonjour. Du monde. Bonjour. Les bons. Une boulette. Ouais. Voilà, j'ai remis le petit panier. Merci. Combien de chevaux 3007. On a des produits dont on connaît la provenance, en fait, c'est ça qui est surtout important. On sait que ça provient de la terre et ça ne vient pas de Nouvelle-Zélande ou de je sais où, là, tu vois, ça vient d'ici, quoi. Donc je pense qu'il faudrait plutôt encourager toutes les personnes qui font ce genre de démarche pour pouvoir en fait développer l'économie locale, en fait. C'est ça qui est très important, quoi. C'est pas juste de mettre une grosse boîte en ferraille et puis de faire venir des légumes et des fruits un peu partout. C'est d'avoir quelque chose, qui provient d'à côté et qui est plus écologique et qui est plus sain. Hop. Bon ben voilà, on a fini la livraison sur Coné. Maintenant on va les redescendre à la maison pour pouvoir les autres paniers pour Bourail demain. Voilà. Ok, merci, à la prochaine et c'était ravi de faire ce petit reportage. Prochaines aventures. Prochaines aventures, si vous voulez bien. Ciao. On vient de voir le reportage d'Audrey et Henrik. Clément, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'aller au contact comme ça du consommateur ? Le premier intérêt déjà par rapport au sujet qu'on avait, au débat qu'on avait juste avant le reportage, on parlait des prix et justement le fait de montrer les hommes et le travail qu'il y a derrière ces produits, ça permet aussi de mieux comprendre qu'on parle beaucoup de prix mais c'est du travail, c'est les hommes qui en vivent et les fruits et légumes, comme on le voit dans le reportage, ils ne poussent pas tout seuls, donc c'est un travail au quotidien qui doit être payé à sa juste valeur. Donc c'est l'intérêt par ces outils numériques qu'on a aujourd'hui, de pouvoir montrer derrière un concombre, derrière un igname, le travail qu'il y a. C'est aussi une prise de risque, puisque quand on est agriculteur, on travaille avec le climat. Donc il faut aussi anticiper les problèmes climatiques. Cette année, on a eu 2 cyclones qui ont quand même bien durement touché l'agriculture et les agriculteurs. Donc c'est vrai que le prix est une chose, il faut que les fruits et légumes et les produits agricoles soient accessibles, mais il faut aussi offrir une juste rémunération pour les agriculteurs, comme ma vice-présidente. C'est gentil. Après, justement, Claudine, inversement, est-ce que vous pensez aux consommateurs quand vous cultivez ? Alors là, le consommateur a vraiment besoin qu'on le rassure, mais pas le rassurer juste une fois, quoi. Vous parlez surtout en tant qu'agricultrice. En tant qu'agricultrice, et tous les samedis, je suis derrière ma stalle et je vends mes produits. Quand je les ai en face de moi, ils ont besoin qu'on leur parle de nos techniques de travail, qu'on leur parle de nos produits, et même, voire plus, qu'on les invite sur nos exploitations. Et ça, si demain, nos producteurs arriver à le faire assez souvent, ça serait que du bonheur parce que le consommateur d'aujourd'hui a besoin d'être rassuré et de voir le travail de terrain, de voir comment ça se passe. Et ça, c'est vital, quoi. Je veux dire, si demain on veut travailler dans de bonnes conditions, en bonne harmonie avec le consommateur, il faut vraiment qu'on ouvre nos portes. Mais c'est vrai que pour le consommateur, il est quand même méfiant. Des fois, ça se comprend quand on voit les scandales des œufs, par exemple, en ce moment. En Europe, l'or. Est-ce que vous comprenez cette méfiance quand même des consommateurs? Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a eu des crises par le passé, ailleurs, ici, la crise de la vache folle, les pesticides, donc là maintenant les œufs. Donc c'est vrai que le consommateur a besoin d'être rassuré. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place des signes de qualité sur les produits calédoniens. Et donc il y a cet aspect sanitaire, mais il y a également un aspect environnemental. La composante environnementale n'est plus une option, si je puis dire. C'est-à-dire que le consommateur va être aussi très sensible aux pratiques pour lui et pour sa santé, mais également pour la planète. Claudine,
ça a évolué. Votre agriculture, qu'est-ce que vous avez changé dans vos pratiques agricoles? Déjà, l'agriculture, je dirais, c'est le plus beau métier du monde parce qu'on nourrit la population. Et déjà, il y a, les nouvelles techniques de travail, l'accompagnement qu'il y a. Auparavant, on était obligé de partir à l'extérieur. Moi-même, j'ai été formée en Australie, pour me lancer en agriculture. Mais aujourd'hui, on a tous les outils, on a un gros potentiel, on a vraiment tous les outils qu'il faut pour arriver à sortir des écoles d'agriculture des jeunes qui soient professionnels, qui soient très compétents et qui soient sur le marché demain et qui arrivent à nourrir la population. Mais vraiment, on a vraiment tout ce qu'il faut. Maintenant, voilà, on laisse le choix aux personnes qui veulent se lancer. Mais avant tout, il faut qu'ils aiment vraiment le métier. Hein. Ça évolue et c'est vrai que le consommateur est un peu curieux de savoir aussi comment ça se passe sur votre propriété, sur l'exploitation au quotidien. Tout à fait. En fait, justement, il y a aussi le réseau Bienvenue à la ferme, un réseau qui existe depuis 2000 et qui compte plus de 43 exploitations. 52 aujourd'hui. 52 aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est une opération de transparence entre guillemets qui permet aux consommateurs de voir clairement ce qui se passe derrière les fruits et légumes qu'il y a sur les étals? Mais tout à fait, parce que c'est une façon d'ouvrir l'exploitation chez l'agriculteur. Et il y a de la demande en plus dans le pays. Les gens adorent ça, voir des choses authentiques, voir les pionniers, les gens de la terre, travailler leur terre. Et en plus, rien de plus formidable. Le matin, vous êtes chez l'exploitant, vous prenez votre petit déjeuner chez l'habitant, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Par contre, il y a des critères avant de pouvoir profiter, on va dire comme ça, de la marque Réseau Bienvenue à la ferme. Il y a quand même un cahier des charges à respecter. Il faut avoir la carte agricole et d'autres. Et justement, il faut respecter pas mal de choses, Clément. Ceux qui ne sont pas dans le réseau, finalement, est-ce qu'ils ont quelque chose à se reprocher? Attention, parce que le réseau, c'est pas forcément axé sur les pratiques agricoles. Le réseau, c'est avant tout, réseau Bienvenue à la ferme, c'est l'accueil à la ferme. C'est-à-dire qu'on peut être un très bon agriculteur, avoir des super pratiques, mais pas envie pas avoir la fibre de l'accueil. Entre être agriculteur et l'accueil, même si on est des agriculteurs accueillants, c'est pas forcément lié. Donc Bienvenue à la ferme, c'est avant tout une démarche de tourisme rural pour accueillir les agriculteurs. Et l'intérêt, c'est que via cet accueil, on peut découvrir comment fonctionne une agriculture et mettre un peu des visages sur le nom des agriculteurs. Donc c'est déjà une bonne initiative. Merci. C'est une initiative à encourager, mais qui est complémentaire des labels et qui n'est pas exactement la même finalité. D'accord, merci en tout cas à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous retrouver là sur le plateau pour la dernière fois, le plateau débat à la foire de Bourail. Et nous allons parler des labels ou signes de qualité, que ce soit le label Agriculture Responsable ou le label Biopacifica. À quoi ça correspond? Quelles sont les garanties? Nous pourrons en parler tout de suite avec nos invités. Bonjour. 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 Alors Julie Defieux, vous êtes directrice du réseau Repère, le réseau pour une agriculture innovante et responsable. Merci d'être là avec nous. Avec nous aussi Pierre Lecoeuvre. Bonjour. Vous êtes coordinateur de Biopacifica. C'est ça. Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous recevoir. Et enfin Pauline Baudouin, vous faites partie de la Chambre d'agriculture, mais vous occupez de tous les autres secteurs en termes de labels, c'est ça, des signes de qualité? Exactement, j'accompagne tous les producteurs qui souhaitent mettre en place des signes de qualité. Alors vous êtes une experte, expliquez-nous vite fait le label, le signe de qualité, qu'est-ce que c'est? Donc un label, c'est un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine. Donc ont été encadrés par une loi du pays adoptée par le Congrès en début d'année là. Donc en fait, c'est des garanties pour les consommateurs qu'un groupement de producteurs s'engage vis-à-vis d'un référentiel et qui sont ensuite contrôlés par un organisme de contrôle qui est indépendant, impartial et compétent dans son domaine. Je vous propose, avant d'en rediscuter ensemble, de découvrir tout de suite un reportage que l'on a fait dans le cadre de la foire de Bourail. Avant, lors de la préparation de la foire de Bourail, Yann Souris-Laverne, labellisé Agriculture Responsable, nous a ouvert les portes de son orangerie. Je vous propose de découvrir ce reportage de Benjamin Lucas. Nous sommes à quelques kilomètres du village de la Foire. Ici, Yann fait pousser ses oranges sur cet espace de 12 hectares.
La foire, ça fait... Donc au tout début, c'était pas moi, c'était mon petit frère Stéphane, avec sa femme, qui ont commencé il y a 22 ans. Il y a 22 ans, ils ont fait leur première foire. À l'époque, on montait avec un petit camion, il devait y avoir une tonne 2 dedans. Et la première journée, ils ont été dévalisés. Et donc dès le lendemain, il a fallu que les parents leur donnent la main pour vendre, parce que ben, voilà, les clients étaient demandeurs. Donc là, c'était du direct producteur. Et puis ben voilà, nous, ça nous fait plaisir parce ça nous permet de pouvoir discuter aussi avec les clients, de voir, d'échanger avec eux. Comme on essaye d'avancer dans nos pratiques culturelles aussi. Avant, on était en tout chimique. Et puis maintenant, on avance. Là, aujourd'hui, je suis en agriculture responsable. C'est-à-dire que Yann évite d'utiliser des produits chimiques depuis sa labellisation en 2015 en tant qu'agriculteur responsable. Voici une de ses techniques afin d'éviter le recours aux produits chimiques. On les met en cajou après. Là où on est, par exemple, on a fauché. Et à côté, on voit des herbes, donc on voit des graminées en fleurs. Donc dessus, les auxiliaires vont venir. Parce que quand ils n'ont pas de quoi se nourrir au niveau acarien, ils se nourrissent de pollen. Donc il leur faut un habitat, il leur faut de quoi se nourrir en attendant. Avant de s'adapter à cette méthode d'agriculture, Yann Giraud broyait les allées et passait du désherbant sur les buts. Du coup, non seulement les acariens s'emparaient du fruit et pendant la saison des fortes pluies. J'ai toute la terre qui partait. Là aujourd'hui, mes buts, elles ne bougent plus, il y a de l'herbe. Passer de la culture chimique à la culture responsable demande beaucoup de temps et d'innovation. Yann a travaillé le sol pour que le goût sucré envahisse le palais des consommateurs. La meilleure façon de savoir si les fruits sont bons, c'est de les goûter. Puis c'est là où je les apprécie le plus. Je choisis l'orange qui me tape à l'œil, puis je vois si c'est bon. Et là, on se fait plaisir. Ce sourire en dit long sur le goût de ces oranges, comme ces coupes gagnées sur le site de la foire. Donc là, c'était en 98, là en 96, monsieur, on l'a perdu, 95. Là, c'était la 26e foire, 2004, 2005, 2006. Là, ici, j'ai la 31e foire, 32e, 39e. Cette année, Yann et sa famille sont de retour sur les étals avec 15 tonnes d'oranges. Sauront-elles conquérir les papilles du jury? Julie, est-ce que tu peux nous expliquer le label agriculture responsable? Qu'est-ce que c'est? Alors, donc, le signe de qualité agriculture responsable est un signe de qualité de la famille environnementale. D'accord ? Il y a plusieurs familles de signes de qualité, peut-être que Pauline pourra le préciser tout à l'heure. Donc c'est un signe de qualité qui est basé donc, sur un cahier des charges de plus de 50 exigences et qui permet aux agriculteurs de disposer d'un cadre de bonnes pratiques. Donc sur une cinquantaine d'exigences, on a quelques rappels réglementaires. On en a 16, si ma mémoire est bonne. Et tout le reste sont des points qui vont au-delà de la réglementation locale. Et donc c'est un label qui permet de valoriser des bonnes pratiques environnementales. Voilà. D'accord. Je rappelle que votre label est responsable, c'est-à-dire voilà, vous faites attention quand même à ne pas utiliser de pesticides, néanmoins ce n'est pas interdit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui. comment est gérée l'utilisation des pesticides? Oui. Alors donc, au niveau du réseau repère, on accompagne tous les agriculteurs vers l'utilisation de moins d'intrants. Donc pas seulement les pesticides, mais aussi les engrais, la consommation de l'eau également. Et puis aussi, on travaille sur la gestion des déchets. Donc c'est un ensemble de choses. Le cahier des charges ne porte pas que sur la gestion des traitements phytosanitaires. Donc ça, c'est une première chose. D'autre part, quand on parle de pesticides, il y a deux types de pesticides. On va dire deux grandes familles. Les pesticides d'origine chimique, produits de synthèse, et les produits naturels. Donc savoir qu'il existe des pesticides naturels, d'origine naturelle, dont certains sont autorisés en agriculture biologique. Pierre en parlera après. Parmi nos adhérents agriculture responsable, nos certifiés, pardon, il y a des personnes qui ne souhaitent pas utiliser du tout de produits chimiques, simplement, et d'autres en utilisent tout de même. Simplement, la différence, c'est que certains savent qu'ils veulent déjà s'orienter vers le bio. Ils ne veulent pas aujourd'hui se lancer dans le bio. Donc ils parce limitent que l'utilisation des pesticides en fait. Donc ils ne veulent pas se lancer tout de suite dans le bio parce que ça leur paraît compliqué techniquement en fait, de se passer complètement des produits de synthèse. Ça leur paraît risqué économiquement. Donc ils ont choisi de se lancer vers un cahier des charges qui apporte quand même des garanties
mais qui en effet ne garantit pas l'absence de produits d'origine Donc ça garantit de pas synthèse. l'agriculture responsable, on fait attention quand même à l'utilisation de pesticides. Le bio, aucun pesticide ou il y a quand même des fois, ça peut être dangereux. Je vais Comment ça se reprendre ce passe qu'a dit Julie. Nous, on exclut toute utilisation d'intrants chimiques, que ce soit un pesticide ou un engrais d'origine chimique, effectivement. C'est la même chose? Alors, La différence? Par contre, nous, on peut utiliser des pesticides ou des répulsifs à base de produits naturels. Des préparations locales, par exemple, à base de produits naturels, mais aussi des engrais organiques, des choses comme ça. Mais nous, on exclut totalement l'utilisation de produits chimiques. Voilà pour répondre Donc un petit c'est peu à d'accord, ce n'est pas le cas du responsable, donc bien la différence, l'agriculture responsable et l'agriculture bio Pacifica. Le bio, est-ce que c'est parfois difficile? C'est pour ça que peut-être les agriculteurs ne se dirigent pas tout de suite vers le bio? Alors effectivement, le bio, on a des contraintes techniques parfois plus difficiles, parfois non. Pour parler du végétal, parce qu'on est avec Julie ici sur l'agriculture responsable, effectivement, on a des contraintes techniques parfois supérieures. Ça peut être un frein. Mais on a quand même une technicité des agriculteurs sur place, comme Franck que vous venez de voir, qui innove en permanence et qui arrive à lever ces freins techniques. Et on a quand même aussi une agriculture traditionnelle très présente sur le territoire, notamment sur le tubercule tropical, qui permet d'avoir une production correcte. Vous ne faites pas de la concurrence finalement? Non. On n'est pas du tout sur le même marché. On parle au niveau de la concurrence commerciale et au niveau de la concurrence technique, pas du tout. On travaille ensemble sur beaucoup de sujets communs au niveau de technicité. On est sur à peu près cette année 250 tonnes, 300 tonnes de produits bio qui vont sortir à la fin 2017. Et au niveau de l'agriculture responsable, on est entre, en fonction des années, là, je suis avec 18 adhérents là aujourd'hui certifiés, entre 1500 et 2000 tonnes. Et le poulet va bientôt être certifié lui aussi. Le prochain qu'on espère voir sur les étals, effectivement, donc le syndicat de la qualité avicole qui porte un projet de poulet fermier plein air. Donc là aussi pour apporter la garantie aux consommateurs que le poulet a vécu en plein air, à l'extérieur et a grandi et couru à l'extérieur, quoi. Pourquoi il n'y a pas eu de label sur la viande jusqu'ici? Ça arrive petit à petit, mais est-ce que ça passe après peut-être tout ce qui est fruits et légumes? Sur la viande, par exemple, en bio, je pense que... Effectivement, je me permets de rebondir. On a déjà un producteur certifié en production animale sur le territoire et on travaille avec de nouveaux producteurs. Quels animaux? Bétail, cerf et un peu de volaille. Et on a 2 nouveaux producteurs qui rentrent sur du bétail. Le label a de l'avenir. N'hésitez pas à produire bio parce que nous, on aime quand même manger des produits sains, hein, que ce soit de la viande ou des fruits et légumes. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir. Profitez bien de la foire parce que ce n'est pas encore terminé. À bientôt. Votre magazine au cœur de l'agriculture vous a été présenté par l'ERPA, l'établissement de régulation des prix agricoles en Nouvelle-Calédonie.